Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Jean-Lucas. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Jean-Lucas, vous êtes entré à la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, en 1972. Vous avez travaillé pendant 15 ans dans le contre-espionnage et la lutte antiterroriste. Vous publiez l'ouvrage que voici, Un rebelle à la DST, 15 ans d'affaires sensibles. C'est publié chez Plomb, à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TV Liberté. Alors, justement, un rebelle à la DST, Jean-Lucas, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait votre activité au sein du contre-espionnage français ? Au sein du contre-espionnage français, l'activité, c'était de détecter les espions du KGB et du GRU. C'est-à-dire toute la masse des diplomates soviétiques, dont environ un tiers, on peut dire, était sous couverture de ces deux organismes. C'était de les environner, de trouver les gens qui étaient en contact avec eux, de contacter ces gens-là, pas tous, parce qu'il y en a, on savait parfaitement qu'on serait repoussé, qu'ils ne nous parleraient pas, mais d'en rencontrer le maximum pour obtenir le maximum d'informations sur les gens qu'ils rencontraient et voir de quelle manière on pouvait tenter des approches sur les diplomates du KGB et du GRU. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur ce que sont justement ces deux institutions bien connues, en tout cas pour l'une d'entre elles, le KGB et le GRU, le GRU comme vous dites? Alors, le KGB, lui, il s'était chargé en Union soviétique à la fois de l'espionnage et du contre-espionnage, c'était le service de sécurité intérieure, et le GRU, c'était un service d'espionnage qui était militaire, c'était le service d'espionnage de l'armée, et c'est lui aussi qui contrôlait les fameux Spetsnaz, les forces spéciales. Oui, les Spetsnaz, oui. Les Spetsnaz. Alors maintenant, ça a changé puisque le FSB maintenant s'occupe de tout l'aspect intérieur, c'est l'équivalent de notre DGSI, peut-être plus gros, et le SVR est chargé de l'espionnage extérieur, c'est-à-dire c'est notre DGSE. D'accord. Voilà. Alors, comment vous avez appris à démasquer un espion, puisque vous en avez eu entre les mains quand même, dans vos bureaux? Je l'ai appris en travaillant avec mes anciens. Quand on rentrait à la DST, on avait un stage de 5 semaines dans lequel on nous formait aux techniques de filature, à différentes méthodes d'interrogatoire, mais en gros, on nous formait aussi juridiquement à tous les articles du code pénal concernant la trahison, la courte sûreté de l'État et tout ça. Et ensuite, on revenait dans nos services et en fait, on était à côté de nos anciens. Nos anciens procédaient aux interrogatoires, au contact. Ils nous donnaient des petites enquêtes et petit à petit, on se musclait en ayant des enquêtes et des sujets de plus en plus intéressants. Et auparavant, vous étiez passé par l'école de police. Alors oui, j'étais passé, mais à l'époque, vous savez, c'était pas 1 an et demi. Alors moi, je suis rentré comme contractuel, c'est-à-dire sans concours, privé, avec mon baccalauréat, et j'ai passé 15 mois dans un commissariat parisien où ça m'a pas vraiment enthousiasmé. Ensuite, j'ai été reçu au concours dans un bon rang. J'ai passé 3 mois et 1 semaine d'école, heureusement. Et ensuite, à l'issue, j'avais un bon classement qui m'a permis de choisir une affectation à la DST, et quand je suis arrivé à la DST, j'ai été affecté à la division du contre-espionnage, mais tout à fait par hasard, voilà. Alors, une fois qu'on a démasqué un espion, il faut l'interroger. Bien sûr. Donc là, comment on s'y prend? Alors, on démasque pas... Nous, on démasque surtout les traîtres. Voilà. Les espions, c'était autre chose. Les espions étaient sous couverture diplomatique. Alors, la DST avait un important service de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on avait des gens de chez nous qui allaient dans les grandes entreprises et qui sensibilisaient les ingénieurs, les commerciaux aux méthodes d'approche des agents étrangers. Pas uniquement d'ailleurs des soviétiques, des américains, de tous les services de renseignement du monde. À partir du moment où les gens qui avaient été sensibilisés, ils rendaient compte à leur société, on était avertis, et là on commençait un petit jeu d'échange, c'est-à-dire qu'on donnait à l'agent français les éléments de réponse aux questions qui étaient posées, et puis arrivé à un moment donné, on pouvait plus, parce que là, on risquait de donner des vrais secrets professionnels. Donc à ce moment-là, quand on décidait qu'on ne pouvait plus aller plus loin, le français allait avec ses fournitures au contact, et nous, on intervenait, on interpellait tout le monde. Le français était mis de côté, et le diplomate soviétique, le représentant du KGB ou des GRU, venait à ce moment-là chez nous, et on restait avec lui 3-4 heures, le temps que le ministre des Affaires étrangères nous délivre l'arrêté d'expulsion.
On lui notifiait et on partait. Et on avait avec ces gens-là, avec les fonctionnaires du KGB, des conversations qui étaient tout à fait des plus courtoises. Hein. À la limite, moi j'en ai eu plusieurs. On les considérait presque comme des collègues, quoi. Nous, on était chez nous, on faisait notre boulot, ils étaient chez eux, ils faisaient le leur. Bon, eux, ils avaient perdu ce jour-là. Vous essayiez pas de leur mettre la pression, de leur tirer les verres du nez, il n'y avait pas de la violence? Aucune. Un colonel du KGB qui était interpellé en flagrant délit, on savait très bien que c'était inutile d'essayer de le recruter. C'était peine perdue. Le gars savait très bien qu'il allait retourner à son ambassade, qu'il avait les instructions du gouvernement français de repartir à Moscou, et 48 heures plus tard, il prenait l'avion et repartait à Moscou. Il n'était pas question de coups de bottin sur la tête comme dans les films? Non, on n'avait pas de bottin. Parce que vous dites, un interrogatoire, c'était une épreuve physique et psychologique dans votre ouvrage. Alors, nous, on détectait des gens qui avaient été approchés par les services soviétiques sans savoir exactement jusqu'où ça avait été. Alors ces gens-là, on faisait toute une enquête sur eux, et puis au moment donné, quand on était au bout de l'enquête, eh ben on les interpellait, ou on les convoquait, des fois ils venaient, ou on les interpellait, ils venaient, et là débutait un interrogatoire. Comme on travaillait sous la couverture de la Cour de sûreté de l'État, c'était des gardes à vue de 6 jours dont on disposait, et 6 jours, c'est effectivement avec des journées qui pouvaient avoir des interrogatoires qui duraient 12, 13, 14 heures parfois. Donc c'était une épreuve psychologique et physique pour le gars, et pour nous aussi, parce qu'il fallait être du matin au soir en éveil intellectuel total. Hein. Et là, effectivement, il y avait des moments de tension. Parce qu'on poussait le gars dans ses retranchements pour lui faire avouer ses contacts. Alors au début, ça démarrait, je n'ai jamais eu de contact avec les services soviétiques, et puis 4-5 jours plus tard, il reconnaissait tous les contacts qu'il avait eus. Alors après, les procédures étaient plus ou moins bien ficelées, ça dépendait des aveux qu'on avait pu recueillir. Alors, quand c'était bien ficelé, on transmettait ça au parquet de la Cour de sûreté de l'État, il y avait un procès et tout ça. La Cour de sûreté de l'État nous laissait, comme je l'explique dans le livre, elle nous laissait une liberté, une grande liberté. On avait, nos chefs avaient avec les procureurs de la Cour de sûreté de l'État des relations d'une qualité vraiment extraordinaire. Et tacitement, l'accord, c'était on vous laisse faire ce que vous voulez, mais vous nous amenez des affaires ficelées. Alors, quand c'était pas vraiment tout à fait ficelé, comme l'une que je raconte dans le livre, eh ben on laissait repartir le gars. Mais le KGB savait qu'on savait, le type était neutralisé, le réseau était neutralisé, bon, c'est tout. En tout cas, vous expliquez bien que respecter la personne soupçonnée, la personne interrogée, ça a toujours eu de meilleurs résultats que un quelconque usage de la force. Absolument. Ouais. Les sources humaines, on les recrute par la persuasion, on les recrute par la séduction. Le recrutement d'une source, c'est une affaire de séduction. Il faut que le gars, vous ayez l'air sympathique et qu'il ait envie de se confier à vous. En fait, qu'il ait envie de se sentir plus en sécurité avec nous qu'en face. Oui. Voilà. Alors, vous avez eu aussi, et c'est le cas, on voit ça dans beaucoup de films, à vous infiltrer dans certains milieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe? Alors, c'était pas vraiment des infiltrations comme les collègues peuvent les faire maintenant, parce que maintenant, il y a des structures juridiques qui font qu'ils peuvent rentrer. Mais c'est plus dans le grand banditisme ou c'est dans le trafic de stupéfiants. Là, ils sont vraiment impliqués, infiltrés, avec des fausses identités, et ils ont une couverture juridique quand même. C'est important. Nous, c'était pas ça. C'était des infiltrations. On se bâtissait des petites légendes, parce que des fois, c'était délicat d'intervenir en disant je suis inspecteur à la DST. Alors s'inventer une légende, vous expliquez, c'est créer une fausse identité. Voilà. Alors on avait des pseudos. Bon voilà, moi j'avais mon pseudo et les légendes c'était moi je pratiquais le judo régulièrement, donc j'étais simplement prof de judo. Ou je faisais de la musculation dans un centre, j'étais prof de musculation. Dans mon centre de musculation, dans ma salle de culture physique, le patron et la standardiste étaient au courant, et si la personne éventuellement appelait à ma salle, on lui disait il est en train de donner un cours, il peut pas vous aviez tout couvert. Tout était couvert, tout était préparé.
Alors, votre service, la DST, a eu affaire à Carlos, pas le chanteur, l'autre. Oui, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Alors, moi, Carlos, quand on a eu cette affaire, ça a été pas un traumatisme, mais quand même un choc parce qu'on avait eu des morts. Il y a eu 3 morts, 2 morts de chez nous. Le gars qu'on avait interpellé, Michel Moukarbel, qui était le représentant du FPLP à Paris, qui était un étudiant. Des Palestiniens, ouais. Des Palestiniens, et il y avait un commissaire divisionnaire qui avait été gravement blessé. Donc moi, on est appelé. On me demande d'aller avec le sous-directeur à rue Toulier, j'y vais, on fouille l'appartement, les corps venaient juste d'être emmenés par l'Institut médico-légal. Et Carlos était parti, évidemment, depuis vers 17h, depuis l'époque où ça s'était passé. Et donc après on est revenu, et puis là on a la boutique s'est réorganisée. Le commissaire Errantz, qui était le commissaire, et puis Raymond Douce qui était décédé, c'était eux qui dirigeaient l'enquête. Donc les 2 principaux commanditaires de l'enquête étaient l'un blessé, l'autre décédé. Donc leurs collègues ont repris le dossier de A à Z, et puis on a été en renfort avec eux pour interpeller des tas de gens. Et pendant 2 mois et demi, jusqu'au mois de septembre, on a passé notre temps à aller chercher les gens et à les interroger pour chercher des renseignements, pour identifier tout ça. Autre affaire que vous racontez dans votre ouvrage, Jean-Lucas, c'est celui où la DST a tenté de poser des micros dans les locaux du journal hebdomadaire Le Canard enchaîné. Vous soupçonniez certains journalistes d'être en lien avec des services de renseignement des pays de l'Est. Quelles informations, quel genre d'informations vous cherchiez? Alors, à l'époque, on n'avait pas les informations qui sont sorties maintenant. Parce que maintenant, c'est clair, des journalistes du Canard enchaîné étaient carrément en lien avec des gens du KGB et en fait travaillaient les informations, faisaient des articles, disons, qui promouvaient plus les positions de l'Union soviétique que celles de la France. Mais il y avait des informations. En fait, cette affaire, c'est pas une initiative de la DST, c'est une commande du ministère qui a dit, qui était assez irrité des fuites. C'était Marcelin, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Tout à fait. Et le ministre était assez irrité des fuites qu'il y avait dans le Canard. Il a dit, trouvez-moi ce qui se passe. Bon, alors, cette opération a été montée. De mon point de vue, d'une façon pas très très professionnelle. C'est pas très professionnel, quoi. Donc ça a attiré l'attention et le nommé Escarot est arrivé, journaliste du Canard, est arrivé, il a vu, et puis il a vu, je l'explique dans le livre, il s'est senti menacé. Et il est parti avant même qu'il y ait une menace, quoi. Il a dévalé l'escalier, il est parti. Et ensuite, on a démonté, les techniciens de la maison ont démonté le système et tout ça a été évacué, quoi. Oui. Alors, le titre de votre ouvrage, Un rebelle à la DST, fait référence à ce qui va suivre. Dominique Hérulin, c'était l'un de vos amis. Il était engagé dans l'OAS, l'organisation armée secrète. Oui, tout à fait. C'était pendant la guerre d'Algérie. Il est ensuite devenu mercenaire. Il a été activement recherché par une cellule de l'Élysée. Ça, c'était sous François Mitterrand, mais vous avez couvert sa fuite. Alors, est-ce que vous êtes, Jean-Lucas, entré dans l'illégalité dans cette affaire? Carrément, oui. Carrément. Dominique Hérulin, il était engagé dans un régiment parachutiste pendant la guerre d'Algérie, et en 61-62, quand il y a eu les événements que tout le monde connaît, il s'est engagé dans l'OAS. Bon. Il a été arrêté, il a fait de la prison, il en est ressorti, et il était devenu un dirigeant important des sociétés de sécurité qui travaillaient sur Paris à l'époque, et il a été aussi engagé dans des opérations de mercenariat. Voilà. En 80, quand c'est arrivé, il était dans les campagnes électorales, il avait un rôle important parce qu'à cette époque-là, dans les campagnes électorales, il y avait les collages d'affiches et des fois ça se passait un peu violemment entre les colleurs d'affiches d'un parti et ceux du parti d'en face. Bon, c'est terminé ces histoires-là, mais à l'époque ça se passait un peu
un peu comme ça. Il y avait de sérieuses bagarres. Donc il y avait des équipes de gros bras qui étaient là pour protéger les colleurs d'affiches. Et Dominique Hérulin obtenait des partis politiques, de certains partis politiques, des marchés importants pour justement organiser ces campagnes. Ça avait donc attiré sur lui l'attention des gens qui sont arrivés au pouvoir avec François Mitterrand, du Parti socialiste, et des responsables de police, surtout aux renseignements généraux, qui sont arrivés ensuite, après mai 81. Et ces gens-là, alors c'est pas tout de suite la cellule de l'Élysée qui s'est branchée là-dessus, c'est d'abord une petite fraction des renseignements généraux, de la direction centrale des renseignements généraux. Et 2, 3, 4 fonctionnaires de police au maximum, mais je les connaissais, je les avais identifiés, ont pu convaincre le commandant à l'époque, préfet maintenant Proutot, du danger qu'il y avait de ce côté-là et que Dominique Hérulin avait l'intention de monter un complot pour assassiner le président de la République et par-dessus de la marché, que moi j'étais là pour l'aider, quoi. Et donc, ça s'est passé comme ça, et pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'ai fait l'objet des attentions de cette cellule et des renseignements généraux qui m'ont espionné mes téléphones, surveillé, enfin, j'étais pris en filature, ça ne me dérangeait pas trop. Et puis, donc vous les connaissiez, ces gens qui vous suivaient, vous les voyiez je les connaissais au restaurant quand vous déjeuniez, ils étaient à côté, quoi. On allait à la cantine du ministère. Je les voyais, je les avais vus derrière moi, et ensuite je les voyais déjeuner à 3 tables. Mais je leur ai jamais voulu. Ils faisaient leur boulot, on leur a dit suivez ce bonhomme, et ils le suivaient, puis c'est tout. Moi, ça m'a jamais dérangé. La seule chose, c'est que j'avais pas. Dominique était parti en cavale. Je n'avais avec lui en Afrique et ensuite au Paraguay. Ouais. J'avais avec lui des contacts épisodiques, mais à l'époque, vous savez, il y avait les cabines téléphoniques qui avaient des numéros qu'on pouvait appeler, et donc j'avais relevé une dizaine de cabines téléphoniques numérotées, et quand on se voyait, on se disait la semaine prochaine, c'est tel jour, telle heure, la cabine numéro 3 ou 4, et à ce moment-là, je prenais. Alors quand j'allais au contact, je prenais toujours soin de faire avec le décalage horaire, d'avoir des contacts très tôt, vers 5 ou 6 heures, et je me levais le matin à 3 heures du matin, je marchais à pied à 3 heures du matin, il n'y avait personne dans la rue, pour me suivre, c'était pas une affaire, et je marchais à pied des fois 1 heure, je prenais même pas le métro, il n'était pas encore ouvert, je marchais 1 heure ou 2 heures pour aller à la cabine en question, et on avait notre entretien, et ensuite j'arrivais tout guiré au bureau le matin, et eux, ils étaient toujours en planque devant chez moi, c'est tout. J'imagine évidemment que dévoiler cette affaire ne vous attirera aucun problème. Il y a prescription, comme on dit. Je suis passé devant le juge Vallat, bien après. D'accord. Quand lui, il a été chargé de faire toute l'enquête sur la cellule, sur les écoutes de l'Élysée. Et le juge Vallat, quand il m'a accueilli, il m'a dit « Vous pouvez tout me dire, tout ça est prescrit, vous risquez rien. » d'entrée. Parce qu'il y avait effectivement l'affaire du fameux passeport, où je lui avais donné mon passeport, bien arrangé, effectivement, pour qu'il puisse, s'il était coincé en Italie, les autorités avaient le numéro de son passeport, il pouvait plus sortir, donc je lui ai fait passer le mien, et comme ça, il a pu aller en Afrique. Alors, autre épisode que vous racontez... après votre départ du contre-espionnage, vous êtes arrivé à la division antiterroriste et là vous avez eu affaire à l'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie. Ce groupe a fait sauter une bombe à l'aéroport d'Orly le 15 juillet 83 devant le comptoir d'enregistrement de la Turkish Airlines. On connaît les liens entre l'Arménie et la Turquie. Ça avait fait 8 morts. Pourquoi la DST n'a pas réussi à démanteler ce réseau avant l'accident ? On avait on travaillait sur ce réseau depuis pas très longtemps finalement, 2-3 mois, au moment où ils étaient arrivés. On avait analysé son côté, son aspect, sa direction politique, sa direction militaire. On les avait sous surveillance. Et notre direction a demandé à l'autorité politique les arrestations préventives, les mises à résidence surveillée, pour casser le dispositif, et ça ne nous a pas été autorisé. Alors on arrive au week-end du 14 juillet. Il faut vous dire qu'il fallait suivre en gros une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes à suivre 24/24, c'est en gros 110 fonctionnaires. C'est-à-dire, ça mangeait tous les moyens de la boutique, et les heures supplémentaires commençaient à monter à un rythme qui commençait un peu à alerter nos dirigeants
Donc ils se sont dit, alors en fait, on avait des bruits comme quoi le chef de l'équipe devait partir à Beyrouth il devait faire un voyage à Beyrouth. Donc on s'est dit, il va à Beyrouth, maintenant qu'il a monté son dispositif, il va aller chercher les instructions pour avoir ses objectifs. Donc la décision a été prise de lever les filatures, pour le week-end. Et paf, le samedi, ça a sauté. Alors, Mais la DST avait fait son travail, hein. Elle avait alerté, elle avait dit attention. Les ordres n'étaient pas arrivés. Non. On n'a pas eu l'autorisation de les stopper avant. Alors, la DST était autrefois distincte des services de renseignement généraux. C'est le président Sarkozy qui a décidé de leur fusion. Oui. Avant cette fusion, les deux services entretenaient des rapports un peu particuliers. Ça dépendait. Elle entretenait des rapports un peu particuliers sur les domaines où on se chevauchait. Par exemple, sur le terrorisme arménien, nous, on était dans notre rôle puisque c'était des gens qui venaient de Beyrouth, c'était les anciens des réseaux Wadi Haddad et tout ça. Donc, on était tout à fait dans le cœur de notre mission pour les surveiller. Mais les renseignements généraux avaient en charge la surveillance des communautés étrangères sur le pays. Donc, ils étaient aussi dans leur rôle quand ils surveillaient la colonie arménienne qui était en France. Donc, on était tous les deux là-dessus. En plus, ils avaient parfaitement compris qui était à la tête du groupe arménien. Moi, je m'occupais spécialement de cette affaire-là avec 2-3 autres collègues. Et ils savaient que c'était moi. Et en même temps, ils me suivaient pour les affaires, pour essayer de choper Dominique Rulin. Donc, il y avait un espèce de mélange qui était pas très sain. Non, là, dans cette fusion. Vous reconnaissez qu'elle n'était pas forcément nécessaire. DST, renseignements généraux. Elle aurait pu être évitée. Simplement en supprimant les doublons, en transférant à la DCRG tout ce qui concernait le terrorisme et en le ramenant à la DST. Par contre, parce qu'en tant que membre de la DST, vous reconnaissiez l'utilité des DRG. Tout à fait. Les renseignements généraux ont toujours été un très grand service, très utile, essentiel. Les renseignements généraux, c'était, comme on disait, l'œil et l'oreille du gouvernement. Et pour les préfets, c'était absolument essentiel d'avoir les DRG dans les départements pour leur remonter les informations. Comment voulez-vous que les préfets puissent avertir le ministère d'un problème qui peut se poser s'ils n'ont pas des remontées? Les renseignements généraux avaient une vieille habitude, une vieille tradition de contact avec les syndicats, les mouvements politiques, les entreprises, et ils faisaient remonter à la fois à leurs préfets de département et à la fois au ministère toutes sortes d'informations utiles pour permettre aux politiques de diriger correctement le pays. Et d'ailleurs, après, ils ont créé les SDIG, qui étaient des renseignements généraux, disons, à bas coût, quoi. Et ensuite, ils ont remonté les renseignements territoriaux. Je sais pas ce qu'il en est maintenant, mais j'ai cru comprendre que les renseignements territoriaux étaient remontés en pression pour remplir cette mission qui est absolument nécessaire au pays. Sans cette suppression, cette fusion RG-DST, est-ce qu'on aurait eu un Mohamed Merah? Parce que on se souvient d'une discussion qui avait été rendue publique entre Mohamed Merah et un membre des services français. Mohamed Merah disant à ce membre de la police, t'as fait la plus grosse erreur de ta carrière. Oui. Est-ce qu'il y a un aveuglement des services français sur les activités terroristes sur notre territoire? Non, pas du tout. Ce qu'il peut y avoir, c'est que quand on traite des cas, les gens dans l'antiterrorisme, les sources sont pas des gens très carrés, ce sont des gens avec lesquels il faut faire toujours très attention. On se demande toujours des fois qui peut manipuler qui. Le gars va vous raconter des trucs pour se couvrir, pour pas qu'on vienne lui casser les pieds. Ça va pas l'empêcher de faire des saloperies derrière. Donc il faut faire très attention. Là, je pense qu'il y a eu simplement, effectivement, alors j'étais plus dans les services à ce moment-là et je ne sais ça que par la presse, moi, et les bouquins qui ont été écrits, mais je pense qu'il y a effectivement dû avoir un loupé dans la manipulation, mais ça arrive, hein. On peut pas l'exclure, hein. C'est pas une science exacte, la manipulation des informateurs, le recrutement et le traitement des sources. C'est pas une science exacte du tout, hein. Et vous terminez votre ouvrage en disant ceci, que en matière de contre-espionnage, les grands dangers qui pèsent sur la France, c'est l'entrisme des frères musulmans et la grande criminalité internationale, les mafias.
Oui, il est évident qu'avec, je sais pas, 8 ou 10 millions de musulmans en France qui exercent leur religion d'une façon tout à fait normale, et la grande majorité d'ailleurs d'entre eux veulent simplement pouvoir exercer leur religion, point final, il y a derrière ça des mouvements politiques tels que celui des Frères musulmans, dont on peut noter d'ailleurs que dans pas mal de pays arabes ils ont été interdits. Et ceux-là, c'est pas un projet religieux, c'est un projet politique de conquête du pouvoir. Et tout. Donc là, effectivement, ça représente un danger. Et je pense que de ce côté-là, il faudrait être très ferme, comme l'ont été d'autres gouvernements des pays arabes. Et la grande criminalité internationale, est-ce que vous visez les mafias, ce qu'on entend par le terme mafia, ou alors les grands criminels en col blanc? Alors, les deux. Les deux. Les mafias, c'est très spécial, les mafias, hein. C'est la Sicile, c'est les triades chinoises, c'est les mafias américaines, c'est ça. Nous, on en a des ramifications dans le sud de la France, surtout. Les Albanais, voilà, des choses comme Turcs, ça. Ouais. Mais comment dirais-je, les mafias, c'est surtout par exemple le trafic de drogue, tous les trafics. L'immigration clandestine, ce sont des trafics, le trafic d'armes. Ça génère des quantités d'argent inimaginables et ça donne à ces gens-là des pouvoirs, des capacités de corruption qui sont phénoménales. Et la corruption, elle peut jouer dans le politique, elle peut jouer dans l'administration, elle peut jouer dans toutes sortes de choses. Il n'y a pas qu'en Italie la corruption, il y en a en France. Bien sûr qu'il n'y a pas en Italie. Ouais. Il y a dans tous les pays où il y a des gangsters avec beaucoup d'argent, c'est tout. Non, mais ces liens entre mafia et politique. Ça peut arriver, oui. C'est pas pour rien que les Italiens avaient fait l'opération Manipulite. Hein. C'était justement pour stopper l'avancée de la mafia dans le monde politique. Avec le juge Falcone, c'était ça? Avec le juge Falcone, oui, qui a payé de sa vie avec son collègue aussi. Alors il y a aussi la criminalité en col blanc. Moi, je suis pas un spécialiste de la criminalité en col blanc, mais effectivement, il y a des détournements d'argent qui font que ça pourrit la vie économique. Un rebelle à la DST, 15 ans d'affaires sensibles à retrouver dans l'ouvrage de notre ami Jean Lucas. Merci à vous, monsieur. C'est moi qui vous remercie.